Bonjour à tous et bienvenue pour cette soirée de l'affaire un petit peu particulière. C'est un contexte singulier, vous connaissez bien malheureusement, qui nous oblige un petit peu à repenser nos événements. Mais, Monsieur le Président, cher Gérard, vous souhaitiez quand même maintenir cette édition pour garder le lien avec tous vos adhérents et par extension avec l'ensemble des épargnants français. Cette journée, elle aura une forme assez particulière puisque, hélas, nous ne pouvons pas aller vers les adhérents, être en contact avec eux, à la proximité, mais nous avons néanmoins souhaité organiser une soirée, je dirais, digitale, numérique, pour employer des mots savants, pour faire le point sur la situation de notre association. Et je suis particulièrement heureux et je remercie tous les techniciens qui ont été dévoués pour permettre la réalisation de cette émission. Et donc ce soir, nous sommes à Pau et dans l'ensemble des Pyrénées-Atlantiques et avec le plaisir de retrouver un grand nombre de gens, davantage. Très nombreux. On a un très grand nombre d'adhérents dans les Pyrénées-Atlantiques. J'espère qu'ils nous écoutent tous ce soir, d'autant qu'il y a des choses très intéressantes et très utiles à faire savoir. Alors, cette soirée, c'est un rendez-vous dédié à l'épargne. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité, puisque l'épargne des ménages français pourrait atteindre cette année un taux record. Donc, en 2020, on évoque même le chiffre de 17%, Gérard. Oui, vous savez, l'épargne, c'est un réflexe existentiel. Comme pour manger, comme pour se nourrir, la consommation, l'épargne, c'est tout aussi important. C'est un réflexe existentiel. On épargne parce qu'on a peur de l'avenir. On épargne parce qu'on a eu la chance. Il faut savoir que l'épargne, c'est une chance. Je dirais même mieux, c'est parfois un luxe qui n'est pas réservé à tous les Français. Et nous nous efforçons à la faire de démocratiser l'épargne pour que des millions de Français puissent en bénéficier. Vous dites aussi que c'est un sacrifice. Enfin, ce n'est pas vous qui le dites, d'ailleurs, c'est Diderot qui l'avait dit dans son encyclopédie. Vous avez de bons auteurs, oui. Oui, c'est l'article de l'encyclopédie en 1750. L'auteur que Diderot avait sollicité disait que l'épargne est un sacrifice sur le présent. Mais c'est exactement ça. L'épargne, c'est ce qui reste d'un revenu qui n'a pas été consommé. Et pourquoi on épargne ? On épargne, bien entendu, pour soi, pour faire face aux aléas de la vie. C'est ça l'assurance vie. C'est un dispositif juridique extraordinaire qui bénéficie d'un grand nombre d'atouts pour soi-même, pour ses proches, pour ses bénéficiaires, et puis quand on ne sera plus là, pour transmettre à tous ceux que nous avons aimés. Alors, comment gérer cette épargne au quotidien pour faire fructifier son patrimoine et le transmettre dans les meilleures conditions ? Comment également en optimiser les rendements sur des marchés financiers qui sont quand même marqués par la spectaculaire chute des taux et puis l'impact évidemment de la crise Covid. Ce rendez-vous aujourd'hui, c'est un focus sur l'actualité de l'affaire. Alors le taux, bien évidemment, mais aussi les services et puis les différents combats de l'affaire pour pouvoir garantir vos droits d'épargnant. Président, je vous propose tout de suite de commencer en retraçant très rapidement les grands principes et les atouts de ce modèle affaire. Les principes, ils sont clairs. Défendre les intérêts des adhérents, des épargnants français. Et pour ce faire, nous avons souscrit des contrats pour les adhérents auprès d'un assureur. Et comme nous sommes des gens fidèles à l'affaire, l'assureur, il est le même depuis 1976 lorsque l'affaire a été créée. C'est ça notre mission. Deux priorités, défendre l'intérêt des adhérents, et la deuxième priorité, défendre l'intérêt des adhérents. C'est ça l'essentiel. Président, l'affaire est toujours à part sur le marché de l'assurance vie, et on a besoin de savoir justement ce que sont les 4 piliers de l'affaire. C'est simple, là encore, l'association, elle défend le statut juridique, fiscal, social de l'assurance vie. Notre partenaire assureur, Aviva, à ce jour, a pour vocation de garantir le contrat, nos deniers. Nous avons une troisième structure qui est le GIE Affaires, qui est un groupement de moyens dont la mission
est de permettre une bonne gestion, les rachats, les arbitrages, les successions, qui gèrent au quotidien, sur le plan administratif, le contrat. Et puis le quatrième pilier, ce sont les 2000 conseillers, agents et courtiers d'assurance qui donnent le bon conseil aux adhérents. Donc on défend, on garantit, on gère et on conseille. Comment préserver encore et toujours la singularité de ce modèle pour que l'affaire ne devienne pas un acteur du marché parmi d'autres? Écoutez, ce sont plutôt les autres qui viennent vers nous. On n'a pas vocation à aller vers les autres. Nous avons été un extraordinaire, et nous sommes toujours un extraordinaire modèle, nous sommes l'étendard. Quand il y a un combat à mener pour la défense de l'intérêt de l'assurance vie, c'est l'affaire qui est en première ligne. Quand il s'agit de préserver les règles juridiques et fiscales, c'est l'affaire qui est en première ligne. C'est ça notre vocation. Les autres, on n'est pas une compagnie d'assurance. Je l'ai toujours dit, on est une compagnie d'assurés. C'est très différent. C'est-à-dire, nous n'avons pas, je dirais, de ressources à l'association que les adhérents. Et c'est ça qui est un extraordinaire défi. Nous sommes une association, loi 1901. Alors nous allons voir ensemble comment l'affaire justement relève les nombreux défis qui se présentent à elle et accompagne ses adhérents pour les mois et pour les années à venir. On va commencer par les performances de l'affaire, ça intéresse évidemment tout le monde. Performances qui en 2019 ont confirmé la solidité de l'association. Je vous laisse les commenter. Écoutez, l'affaire, elle se porte bien, elle se porte très bien. Nous avons aujourd'hui à peu près 760 000 adhérents. Elle se développe également, le flux de nouveaux adhérents est très conséquent, à peu près 30 000 épargnants français nous ont rejoints l'année dernière. La moyenne d'âge des 760 000 adhérents est de 61 ans, mais le flux... Beaucoup d'en dessous de 18 ans même. Parce que ça, c'est le flux, c'est-à-dire les nouveaux adhérents à l'affaire ont une moyenne d'âge, je n'ai plus très bien le chiffre en tête, je crois de 38 ans, c'est-à-dire le flux rajeunit le stock. Et ça, c'est excellent. Et je crois que nous avions un très grand nombre d'adhérents qui ont été parrainés par un parent et qui ont moins de 18 ans, probablement 14 ou 15 000 nouveaux adhérents qui seront, je dirais, l'avenir de l'affaire quand vous et moi, Patrick, ne serons plus là. Alors, avec bien sûr un indicateur majeur, c'est le taux du fonds garanti. On se félicite qu'il reste l'un des meilleurs du marché, mais il faut quand même dire qu'il passe désormais sous la barre de 2%, et la baisse est continue depuis des années et des années. Mais vous savez que l'inflation, elle est aussi passée sous la barre des 2%. Il n'y a pas que le taux à faire qui baisse. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est d'être toujours dans le peloton de tête. Évidemment, on trouvera toujours une compagnie qui fera mieux, mais n'aura pas la même dimension. L'affaire, ce n'est pas un bateau à moteur qui peut avancer très vite sur les mers. C'est un long paquebot, un lourd paquebot. Et donc, nous préférons, on ne veut pas briller sur le taux, on veut la sécurité du capital, la garantie du capital, et faire en sorte que le taux soit convenable. J'estime qu'avec 1,85%, nous sommes encore aujourd'hui parmi les meilleurs, surtout si je prenais une période plus longue. Depuis 2007, et je prends cette date au hasard, depuis 2007, le taux annuel moyen, c'est de 3,23%. Et quand je pense à la crise de 2008, tout ce qui s'est passé, les traumatismes financiers dans le monde, je dis chapeau. L'affaire s'est battue, bien battue, contre vent et marée, pour maintenir un taux qui reste convenable et surtout qui garantit la sécurité du capital. Il est encore possible d'enrayer quand même cette baisse. Est-ce qu'on peut imaginer retrouver les taux d'il y a 5 ou 10 ans? Vous savez, Patrick, l'économie, c'est pas linéaire. L'économie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas, il y a des hauts.
Ce sont des mouvements sinusoïdaux, comme on dit. Eh bien, c'est pareil avec les taux d'intérêt. On n'est pas condamné pour l'éternité à vivre avec des taux d'intérêt qui seront bas et parfois négatifs. On n'exclut pas que les taux remontent, l'impulsion devra être donnée par les États-Unis et l'Europe suivra, que le taux remonte un jour. À ce jour, ce n'est pas le cas. Pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que les banquiers centraux ont refinancé les marchés et les ont inondés, et comme l'offre a été très forte, le taux a baissé. Nous en sommes là aujourd'hui, mais nous sommes confiants. Alors vous le disiez, donc le taux annuel moyen du Fonds général depuis 2007 fait presque rêver puisqu'il inclut la crise de 2008 et qu'il arrive à quand même 3,23%. Et on a autre chose. Il n'y a pas que le taux qui est servi, il y a une réserve qui n'est pas servie, que nous gardons pour les temps difficiles. Nous avons à l'affaire une réserve qui est très conséquente, 350 millions, c'est-à-dire à peu près 0,8% de taux. Et si on avait été, l'année dernière, si on avait été, je dirais, cigale plutôt que fourmi, on n'aurait pas donné 1,85, on aurait pu donner 1,85 plus 0,8, vous voyez. Mais on s'est dit, avec 1,85, c'est pas mal, c'est convenable, nous sommes encore parmi les meilleurs et nous allons donc doter notre réserve, qu'on appelle en langage technique la PPB, que nous allons reprendre dans un délai de 6 ans. Ce qui veut dire que la réserve qu'on a constituée il y a 6 ans sera rajoutée au taux que nous annoncerons en janvier 2021. Alors c'est bien un signe que le fonds garanti reste un produit à rendement pour vous. Qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui enterrent déjà ce produit, qui est quand même un produit emblématique de l'épargne? Je dis que c'est eux qu'il faudrait enterrer. Moi j'ai confiance dans les fonds généraux. J'ai confiance, je mesure, car il faut être équilibré et intelligent. Je mesure, je dirais, toutes les difficultés que les fonds généraux impliquent en termes de solvabilité pour les assureurs. C'est très lourd que de garantir les fonds généraux. Et donc, il faut diversifier l'épargne. Mais les fonds généraux, c'est une question, je dirais, de reconnaissance. Les assureurs n'ont pas le droit de dire « nous allons mettre les fonds généraux à la poubelle ». Il faut, en partenariat avec les assurés, que nous trouvions des bonnes solutions pour que les fonds généraux perdurent, qu'ils continuent de vivre. Ils ont rendu des services extraordinaires depuis plus de 40 ans. Il serait inadmissible d'annoncer la fin des fonds généraux. L'affaire nourrit de grands espoirs avec les fonds généraux, mais avec des fonds généraux qui seront travaillés, c'est-à-dire qu'il faut les faire évoluer au cours des prochaines années. Et puis on le disait à l'instant, donc il y a cet autre élément de mise en perspective, c'est la réserve qui accompagne et préserve ce taux, hein, la fameuse PPB dont vous parliez à l'instant, et qui correspond quand même à une provision globale de 350 millions. 350 millions, elle est au chaud, elle appartient aux adhérents. Elle n'appartient pas à l'assureur, c'est une réserve qui appartient aux assurés, aux adhérents de l'affaire. Mais vous voyez, le message que j'aimerais partager avec les adhérents aujourd'hui, ce serait de dire que la sécurité, elle a eu son heure de gloire, mais pour les prochaines années, il faut compléter la sécurité du Fonds général par une ouverture vers un peu d'opportunité et comprendre que la sécurité ne sera pas le seul compagnon de route dans le cycle de vie de l'épargnant. Il faut compléter la sécurité. Quand je vois les performances des marchés dans le monde, ce serait irresponsable que l'affaire ne porte pas le drapeau pour indiquer aux épargnants « c'est bien le Fonds général, mais il faut absolument le compléter par un petit peu d'opportunités et de risques que donnent les entreprises. » Et puis au passage, un détail, qui n'est pas un détail d'ailleurs, c'est que la PPB est reversée sur 6 ans par l'affaire, oui, alors qu'en fait, vous seriez contraint à 8 ans sur le marché. Oui. Oui.
Les marchés, c'est 8 ans. L'affaire, c'est 6 ans. Mais vous savez pourquoi on a préféré 6 ans plutôt que 8? Parce qu'à l'affaire, nous avons 340 centenaires. 340 centenaires. On parlait des moins de 18 ans, mais il y a aussi 340 centenaires. Oui, et je ne peux pas dire à cette adhérente qui habite Pau, chère adhérente, revenez dans 8 ans, qui aurait 102 ou 103 ans aujourd'hui, je ne vais pas lui dire revenez dans 8 ans pour que nous vous gratifions de cette PPB. Donc nous avons estimé que 6 ans était une date maximale. Alors il y a la performance du taux, mais il y a aussi les unités de compte, les fameuses unités de compte qui sont plus déterminantes que jamais pour trouver du rendement. Est-ce que leur performance, celle de 2019 en tout cas, vous satisfont? Est-ce que l'affaire veut pousser, comme d'autres de ses concurrents, à la diversification massive de ses produits plus rentables, mais quand même, disons-le aussi, plus risqués? C'est une très bonne question. Les UC, d'abord, il faut être prudent. Mais être prudent, ça ne veut pas dire être muet, inactif. Être prudent, ça nous invite à redoubler de prudence pour voir les meilleures opportunités. Et vous avez raison de prendre 2019, ce qui était déjà beaucoup mieux que 2018, où elles avaient beaucoup chuté. Mais en 2017, elles avaient beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Nous avons eu 7 unités de compte qui ont gagné plus de 20%. Donc si j'avais mis 1 000 € sur ces 7 UC, une de ces 7 UC, j'aurais eu 1 200 € en fin d'année, en décembre 2019. Il y a même une UC qui a fait 27% de hausse, c'était Affaires Action Monde. Oui, Affaires Action Monde. C'est mieux que 1,85 du Fonds général, vous voyez. Donc ce que nous disons à l'affaire, et nous le disons bien que ce soit la responsabilité des agents et des courtiers, des conseillers de l'affaire, nous disons diversifier l'épargne car il y a des opportunités à saisir dans nos belles unités de compte qui sont proposées à l'association. Ah, Gérard, je vous propose d'écouter un courtier que nous avons avec nous en duplex et qui exerce notamment à Pau, c'est Malcolm Vincent, vous connaissez bien, oui, du groupe Astoria. Bonjour Malcolm. Bonjour à tous les deux. Alors, nous venons de voir que 2019 avait été une année exceptionnelle pour les UC, on l'a commenté. Quel est votre avis sur cette diversification, justement? Le contrat affaires se modernise et ne cesse de rajeunir. Pour nous, conseillers en gestion de patrimoine, c'est primordial de pouvoir conseiller le meilleur contrat du marché à nos clients. Cette modernisation passe par la digitalisation, mais également par le référencement de nouvelles unités de compte. Vous le savez aussi bien que nous, la performance des fonds euros ne cesse de diminuer année après année. Il est donc nécessaire d'avoir un éventail large d'unités de compte. Les années 2019 et 2020 ont été des années d'ouverture avec le référencement de nouvelles unités de compte. Affaires Premium, 2 produits structurés qui ont rencontré un grand succès auprès des adhérents et le référencement de 2 trackers. Pour continuer à accompagner nos clients et gagner des parts de marché, il est nécessaire aujourd'hui d'accroître cette ouverture et de référencer d'autres unités de compte au sein du contrat affaires. C'est pourquoi nous souhaiterions aujourd'hui que l'association pousse le référencement d'un fonds patrimonial, d'un fonds de private equity, mais également d'un fonds basé sur les infrastructures. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse, Malcolm. Merci à vous. Il demande beaucoup de choses, mais il a raison. Il a raison. Vous savez, on n'a pas beaucoup de plats à l'affaire. On a un plat de résistance, le Fonds général, on a une quinzaine d'unités de compte, et lorsque Malcolm Vincent, un merveilleux courtier d'assurance que nous apprécions, qui est à la proximité des adhérents, interpelle l'affaire en disant « il nous faut une UC patrimoniale, il nous faut une UC de private equity », je suis d'accord avec lui.
Et d'ailleurs, il ne le sait pas encore, mais cher Malcolm, nous allons vous donner satisfaction. Je le proposerai au conseil d'administration et nous allons très vraisemblablement pouvoir l'offrir dès 2021. Alors, il y a les résultats financiers, puis il y a aussi quand même la vitalité de l'association, c'est important. Et là, je vous laisse nous commenter justement ces graphiques. Alors, vous voyez là, oui, j'annonçais 30 000 tout à l'heure, c'est un petit peu moins, un peu plus de 29 000 nouveaux adhérents ont rejoint l'affaire. C'est-à-dire tous les quarts d'heure, un Français adhère à l'affaire. À la fin de cette émission, on aura déjà un nouvel adhérent de plus. Peut-être vous, Patrick. Ah oui. Alors, nous verrons. Donc, c'est la dynamique oui. de l'affaire. Vraiment, c'est une association qui bouge, c'est une association qui se développe, 29 000 nouveaux adhérents. Donc des adhérents plus jeunes, on le disait tout à l'heure, c'est un atout pour la bonne santé de l'affaire? Oui, alors l'âge se précise, je disais une quarantaine d'années, c'est 43 ans, et un quart, effectivement, un quart de ces nouveaux adhérents ont moins de 18 ans. C'est ça qui est très intéressant, parce que l'affaire, on n'a pas tellement besoin de publicité. On a surtout besoin d'être de bons parrains et de bons filleuls. Et c'est le parrainage qui marche de feu de Dieu à l'affaire. Très souvent, un grand-père, une grand-mère, un parent parraine un jeune enfant pour une réussite au bac, pour des fiançailles, pour un cadeau d'anniversaire, des baptêmes ou je ne sais quoi. Et donc, ça fait la vitalité, parce que quand on accepte d'avoir un filleul, et qu'on est parrain, ça montre que l'affaire, c'est une famille, et une famille qui se développe avec de très nombreux jeunes. Alors, autre élément clé pour, évidemment, la vitalité, c'est la collecte. Là aussi, vous avez des chiffres que vous pouvez facilement commenter, j'imagine. Oui, l'aspect financier il est un peu second, mais enfin, puisque vous me posez la question, nous avons une collecte, c'est-à-dire l'ensemble des contrats souscrits et valorisés, 2 milliards 600 millions d'euros. Cela représente en stock un encours de 55 milliards. Et pour la première fois, nous avons une masse d'unités de compte qui représente plus de 11 milliards d'euros. Et donc, un encours sur les UC de 11,4 milliards. Avec 318 000 adhérents qui détiennent au moins une UC, 50 000 ont procédé à un arbitrage. On pourrait multiplier les chiffres, je pense qu'il ne faut peut-être pas... 300 000, vous savez, Patrick, ça veut dire qu'il en reste, j'allais dire, il en manque encore 450 000. Il en manque 450 000. Et toute la pédagogie que nous voulons mettre en œuvre maintenant, c'est de montrer, et en concertation avec les conseillers de l'affaire, est-ce un bien ou est-ce un mal que 450 000 adhérents de l'affaire n'aient pas encore saisi l'opportunité de souscrire à des unités de compte. C'est un véritable travail pédagogique qui nous attend pour les prochaines années. Je voudrais maintenant qu'on avance, Monsieur le Président, pour voir les combats et puis les chantiers à engager pour défendre les droits des épargnants et puis pour défendre aussi les performances des produits d'épargne. Dans un contexte économique qui est quand même relativement incertain en ce moment, ces combats, vous les menez depuis 14 ans. Oui. Il risque d'en avoir d'autres. Hein. On a mené d'intenses combats. Tous les combats que nous avons menés, on les a pratiquement tous gagnés. J'en prendrai un qui nous avait demandé beaucoup d'énergie. C'était l'abrogation d'une doctrine que nous considérons... Voilà, Poriol-Baquet. Bon, cette doctrine, nous avons toujours considéré qu'elle était négative, funeste, je dirais même. En quoi consistait-elle? Rapporter à la dévolution successorale la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie, alors même qu'il n'était pas dénoué et qu'il avait été alimenté en bien commun. Bref, oui ou non, devions-nous considérer que l'assurance vie était un actif devant intégrer la dévolution successorale? Et j'insiste sur cette grande conquête que l'affaire a eue
a gagné parce que, et justement, je m'adresse au public plus précisément, non pas de toutes les Pyrénées-Atlantiques, mais de Pau en particulier, parce que, est-ce que j'ai le droit de dire la vérité ou pas? Oui. Allez, je ne vais pas dire son nom. Vous avez un élu de la République, un député de la circonscription de Pau, qui, comme on dit à l'Académie, nous a un peu cassé les pieds. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est l'auteur d'un amendement dans la dernière loi de finances, et ce député de Pau, qui d'ailleurs est notaire, quand il n'est pas député, avait voulu préconiser dans cet amendement de réintroduire l'assurance vie dans les successions. Alors même que la doctrine Proriol-Baquet, avec une grande, lorsqu'elle a été abrogée, revenait à exclure l'assurance vie des successions. Nous avons réagi avec force, et monsieur le député, si vous m'écoutez, si vous écoutez tous les adhérents de l'affaire, nous vous demandons une seule chose. On ne vous demande pas de subvention, on n'a pas besoin d'aide, laissez l'assurance vie tranquille et de grâce, rejoignez la majorité, je dirais, des élus de la République, d'En Marche en l'occurrence, pour ne plus considérer la possibilité que l'assurance vie soit introduite dans les successions. Laissez-nous tranquilles, monsieur le député. Nous en avons besoin. Ce n'est pas la première fois que Bercy, quand même, tente de fiscaliser l'assurance vie. Il y a toujours ce risque. Mais vous dites Bercy, c'est-à-dire l'exécutif. En l'occurrence, l'exécutif était contre cet amendement. Vraiment. C'est pour ça qu'il a été retoqué, d'ailleurs, fort heureusement. Mais c'est vrai que sur une longue période, l'assurance vie a constitué un vivier, j'allais dire un gibier, un vivier, parce qu'elle représente un encours considérable, 1800 milliards d'euros, c'est 5 fois et demi, 6 fois le budget de la France, c'est 80% de notre PIB, c'est une manne, c'est considérable. Mais l'assurance vie, ce n'est pas une richesse de l'État. L'assurance vie, c'est une richesse des citoyens. C'est une richesse des épargnants. C'est une richesse des Français qui ont travaillé pour mettre de l'argent de côté. Et donc, il faut respecter cet effort et ne pas le fiscaliser. La fiscalisation, c'est une très mauvaise tentation. Alors, pour faciliter la gestion courante et les performances de l'épargne, vous avez également engagé une politique de diversification. On va la voir s'afficher. Diversification donc renforcée. Hein. Oui, alors autour de notre partenaire historique, jusqu'à ce jour, nous avons d'autres partenaires qui sont des grandes maisons, comme la maison Rothschild, à qui nous avons confié la gestion d'affaires premium. BNP Paribas est une très grande maison qui gère aujourd'hui, avec sa structure Asset Management, une UC qui a remarquablement performé. Affaires PME. Vous savez, Affaires PME, si je prends les performances des 4 dernières années, je simplifie. Plus 20, plus 20, plus 20, moins 18, et de bonnes performances cette année. C'est-à-dire, ça laisse beaucoup de performances. Et nous croyons dans les vertus, dans la finalité, dans le sens donné à l'épargne. C'est bien d'acheter des OAT, c'est-à-dire des emprunts publics, mais un emprunt public, ça nous appauvrit un peu. Je ne veux pas dire trop de mal de la dette de l'État, il paraît que c'est du pénal et que je n'ai pas le droit de dire du mal de la dette de l'État. Mais mettez-vous à la place des épargnants. Quel est l'intérêt d'aller souscrire une OAT qui procure un rendement proche de zéro? Nous préférons à l'affaire un sens beaucoup plus, j'allais dire à la fois humain, plus efficient,
à la fois pour les épargnants qui peuvent avoir des bonnes performances, à la fois pour l'économie française, parce que quand on investit dans des PME, ça crée des emplois, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour la croissance, c'est bon pour le tissu économique régional. C'est ça que nous voulons. Et puis d'autres partenaires comme Ardian, ça c'est pour le private equity, en lequel nous croyons beaucoup, et une nouvelle société, l'IXOR, pour les ETF, c'est-à-dire pour des outils indiciels qui répliquent des outils qui répliquent les performances des indices, les trackers, comme on dit. Alors, pour parler, parce que vous évoquiez à Mokuer, donc le partenaire historique, quand même, gestionnaire historique, qui est Aviva. On a appris au cœur de l'été, finalement, la cession d'Aviva France par sa maison mère. On a reçu beaucoup de questions ici, de par les internautes. Votre position sur le rachat d'Aviva? Écoutez, l'affaire est arbitre de la vente. Autrement dit, l'affaire a son mot à dire. Elle a même un droit de contrôle sur le repreneur. Donc l'affaire, c'est comme l'arbitre d'un match de football. Ce n'est pas l'arbitre qui va dire on va demander à Mbappé, à Zidane ou Messi de jouer. L'arbitre, il accepte tous les joueurs et il fait en sorte qu'il n'y ait pas de carton rouge. Et que les règles du jeu soient... Les règles du jeu soient respectées. Et en l'occurrence, quelle est la règle du jeu que nous souhaitons voir respectée par le repreneur? C'est de respecter l'ADN de l'affaire. Nous ne voulons pas de repreneurs qui ne respecteraient pas la réglementation française, qui ne respecterait pas l'intérêt des adhérents de l'affaire, le paritarisme, notre ADN associatif. Et si nous trouvons ce partenaire respectueux de ce que nous avons toujours été, ensemble, nous ferons un nouveau beau mariage. Vous savez, on a eu 760 000 enfants en 45 ans avec Aviva. Rien n'exclut qu'on en ait autant et avec un nouveau partenaire, et on ne mettra pas si longtemps non plus. Il faut un partenaire de dialogue à notre écoute. C'est ça la mission de l'affaire. Et c'est important que vous ayez plusieurs partenaires et que vous vous diversifiez de ce point de vue, de ne pas dépendre que d'une seule. C'est une vraie question. L'affaire n'est pas maître du jeu. Le vendeur, ce n'est pas nous. Le vendeur, c'est Aviva Londres, le propriétaire, avec qui nous avons noué une relation privilégiée, je dirais, de confiance, de dialogue, et je suis sûr que la nouvelle présidente, la nouvelle directrice générale d'Aviva Monde sera, le moment venu, à notre écoute. Alors parlons maintenant de ce combat que vous aviez un petit peu évoqué à mots feutrés pour préserver et valoriser une épargne populaire et accessible. Là aussi, c'est l'ADN de l'affaire. Et je crois que les soirées telles que celle-ci, que vous conduisez en région toute l'année, en sont le signe. On va voir d'ailleurs s'afficher la carte de France des étapes de ces dernières années. On voit que vous n'avez pas oublié de nombreux territoires, hein, pas beaucoup même, ou pas du tout. Ça, j'oublierai pas l'Alsace. Remarquez, à vous, Patrick Poivre d'Arvor, vous remarquez que je n'ai pas oublié la Bretagne non plus. Hein. Bien. La Bretagne est très représentée, la Normandie également. Alors il y a effectivement une droite de 200 km entre, on va dire, les Pyrénées orientales et les Pyrénées atlantiques, vous voyez. Là, il faudrait que nous allions un peu plus vers cette grande région qui est très belle. J'ai beaucoup d'amis à Pau, j'en ai beaucoup à Biarritz également. Il faudrait que nous organisions absolument des soirées et la carte de France sera bien remplie. Complètement remplie. Oui. Est-ce que ces soirées vous apportent des idées, des initiatives pour la stratégie, les orientations de l'affaire? Mais c'est plus que des idées. Les soirées, c'est un extraordinaire moyen pour être à l'origine, à la source
de résolutions que nous proposons à l'Assemblée générale. Je me souviens, je ne sais plus dans quelle ville c'était, une adhérente s'était levée en disant « Pourquoi vous ne créez pas des unités de compte à vocation verte, la transition écologique ?» Elle avait raison. Et cette idée, je vous fais un aveu, elle n'est pas sortie de ma tête. Mais de la tête d'une adhérente. De la tête d'une adhérente, et nous allons la mettre en œuvre incessamment. C'était une très bonne idée. Donc les soirées affaires, ce sont des prétextes, des occasions d'échanger avec les adhérents, mais l'échange, il n'est pas à sens unique. Il est des deux côtés. Nous, nous apportons de l'information et les adhérents nous font part de leurs préoccupations et dans la majorité des cas, nous exauçons leurs demandes. Alors, transformation, modernisation pour adapter l'affaire aux nouveaux enjeux économiques. Ce nouvel élan, pour vous, c'est important, évidemment, pour se régénérer. Mais pour aller où? Bien sûr, nous sommes pour le nouvel élan. Alors, la profonde transformation, ça a été quoi? On a voulu modifier la grille des frais. Beaucoup d'intermédiaires, surtout en ligne, proposent des contrats où il n'y a pas de droit d'entrée. D'ailleurs, j'invite nos adhérents à bien faire attention parce que quand il n'y a pas de droit à l'entrée, il y en a beaucoup à la sortie et il y en a même beaucoup en cours de l'année. Donc il faut bien lire les contrats. Il faut bien lire les contrats. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons abaissé fortement les droits d'entrée sur les unités de compte qui sont passés de 1 à 0%, ainsi que sur l'euro-croissance. Nous avons diminué de 2 à 0,5% les droits sur les versements sur le fonds en euros. Donc, gratuité des versements sur les UC et sur les arbitrages. Maintenant, les arbitrages sont gratuits à l'affaire. Et 0,5% au lieu de 2% sur le fonds en euros. Il y a aussi une refonte qui se joue sur les orientations que vous voulez donner à l'épargne, une épargne qui doit mieux répondre aux défis de la société dans laquelle on s'engage. Ça s'appelle donner un sens à l'épargne. Je crois qu'en 2020-2021, surtout avec la triste expérience de la Covid, on commence à prendre conscience de l'utilité de l'argent, de l'épargne. Il faut donner un sens, un vrai sens à l'épargne. Et ce sens, c'est quoi pour les prochaines années? Ce sens, c'est l'écologie, la transition écologique, c'est la French Tech, les opportunités, les nouvelles technologies, c'est le financement des PME, c'est l'accompagnement des seniors. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie se rallonge. Et puis c'est l'investissement socialement responsable. À l'affaire, on est prêt à aller vers ces supports, vers ces grandes missions. Et vous savez, j'ai une devise: une bonne action peut être une bonne affaire. Regardez, je donnais l'exemple tout à l'heure de Affaires PME. Vous ne pouvez pas savoir la finalité d'Affaires PME. Ce n'est pas uniquement le fait pour nous, souscripteurs, d'avoir 5, 10, 15 ou 20% de performance. C'est utile aussi pour les PME. Mais c'est utile pour les PME. C'est ça le sens donné à l'épargne. Et c'est pourquoi nous disons qu'une belle action peut se révéler aussi une belle affaire. Alors, dernier enjeu fort de la modernisation engagée, et non des moindres, il s'agit du lancement du PER Affaires. C'est donc le plan d'épargne retraite simplifié qui a été rendu possible par la loi Pacte. Et l'affaire a décidé de s'en emparer. Là encore, il s'agit de s'adapter à une évolution majeure de notre société, qui est quand même celle du vieillissement, de la longévité. Mais quelle place un tel plan d'épargne retraite peut-il avoir dans l'offre d'investissement de l'affaire et dans les stratégies de diversification des épargnants? Vous savez, Patrick, quand l'affaire a été créée en 1976, il y avait 4 lettres. Asso, association, française, français on l'est, épargne, et puis il y avait le R, retraite. On n'a pas fait grand-chose pour le R, on n'a pas fait grand-chose avec le R, parce que le fondateur, Gérard Attias, avait toujours estimé que les produits retraite n'étaient pas bons. Ils étaient obscurs, comme le PERP, pour essentiellement les salariés,
comme le Madelin pour les professions libérales. C'est-à-dire qu'on économisait chaque année, mais au moment de percevoir sa retraite, on ne savait pas vraiment ce qu'on pouvait avoir. Et là, et je salue, pour une fois où des épargnants peuvent dire du bien de l'exécutif. C'est important, quand un ministre a une bonne idée, il faut le dire. Et je dois dire que l'idée du ministre Bruno Le Maire, appuyée par tout son gouvernement et par le président, a été une très bonne idée. C'est-à-dire, nous avons, et c'est un peu grâce à l'affaire, nous avons un autre mot à dire, le ministre a estimé qu'avec le PER, la sortie en capital était possible. Et ça, c'était très intelligent. Nous ne voulions pas, depuis 45 ans, nous mobiliser pour le R de l'affaire, pour la retraite. Nous avons décidé de le faire cette fois-ci, parce que dans la loi Pacte, on respectait l'ADN qui est quand même la liberté pour les épargnants de toucher à leur épargne en cas de coup dur ou au moment de la retraite. Vous croyez dans le PER. On croit dans le PER, oui, nous croyons au PER. Alors, la réussite de notre assurance vie, c'est une épargne que l'on doit bien gérer au quotidien et transmettre dans les meilleures conditions. Ce n'est pas toujours facile, d'ailleurs, dans un environnement fiscal et réglementaire qui est aussi complexe que changeant. Heureusement, nous avons avec nous un homme qui est en train d'arriver, nous rejoindre sur ce plateau, et qui est un as de l'environnement réglementaire. C'est Patrice Quincard, qui est donc le directeur juridique et fiscal du GIE Affaires. Alors Patrice, une question simple, je dirais presque personnelle. Que se passe-t-il si je n'organise pas ma succession et surtout comment bien le faire? Alors effectivement, l'assurance vie est avant tout un outil, un fabuleux outil de transmission. Et si on organise mal sa succession, sa désignation bénéficiaire, eh ben, les fonds vont retomber dans votre succession et être soumis aux droits de succession classiques, et donc très important. Le but de ce propos est de vous donner quelques clés, à vous, adhérents, pour organiser au mieux votre désignation bénéficiaire et l'optimiser fiscalement pour payer moins d'impôts. On a 3 clés dans l'assurance vie, 3 clés qui vous donnent tout le corpus réglementaire de l'assurance vie. C'est que le capital décès, donc de votre contrat, ne fait pas partie de votre succession. Vous pouvez désigner donc qui vous voulez et vous bénéficiez d'un régime fiscal privilégié et spécifique. Premier point, dans votre succession, vous avez votre maison, votre voiture, vos comptes bancaires, vos bijoux, vos effets personnels, et cette succession, elle est dévolue à vos héritiers. L'assurance vie est à part, elle est hors succession et elle va à vos bénéficiaires. Ce qui veut donc dire que vos bénéficiaires peuvent s'adresser directement à nos équipes de Nice, puisque le règlement des capitaux décès se déroule dans notre succursale de Nice, et que vous n'avez pas l'obligation de passer par le notaire qui se charge de votre succession. La deuxième clé, c'est que vous pouvez désigner qui vous voulez. Vous pouvez désigner vos héritiers, mais également d'autres personnes. Un membre de votre famille, un proche, que vous désignez par son nom, par sa qualité, mon conjoint, mes frères et sœurs, mes enfants. Mais vous pouvez désigner une association, par exemple, ou un tiers que vous voulez gratifier. Un conseil, puisque moi je suis chargé d'avoir que vos capitaux décès soient bien attribués à la bonne personne, c'est soyez précis, puisqu'on ne doit pas avoir de doute sur votre volonté, et pensez à avoir une désignation subsidiaire. Je vais prendre un petit exemple. Nous avons une famille, Antoine a 2 enfants, Alice, qui a elle-même un fils Benjamin, et François, qui lui-même a 2 enfants. Clause bénéficiaire relativement classique, Antoine a désigné « mes enfants, à défaut mes héritiers ». Or, François vient à décéder avant son père, avant Antoine. La question qui peut se poser à nos équipes de gestion est à qui attribuer la clause bénéficiaire. Et bien dans ce cas, cette clause bénéficiaire va être attribuée à 100% à Alice, puisque mes enfants, la seule enfant qui est vivante est Alice. Donc si Antoine avait voulu gratifier par souche, c'est-à-dire respecter une égalité familiale, il aurait dû marquer
mes enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation, à défaut mes héritiers. Et on aurait pu attribuer dans ces cas-là la part de François à ses propres enfants. Troisième clé, vous bénéficiez d'un régime fiscal privilégié. Alors, première chose, hein, le conjoint est toujours exonéré. Moi, les choses sont assez simples. Ensuite, la fiscalité de l'assurance vie est effectivement relativement complexe, puisque les critères vont dépendre de la date de votre adhésion, de la date de vos versements et de votre âge au moment des versements. Et à partir de là, on va avoir une succession de régimes de l'exonération, un régime pour les versements avant 70 ans avec un prélèvement de 20% après un abattement de 152 500 €, ou après 70 ans, une imposition au droit de succession des primes versées, et non pas de la valeur de rachat du contrat, des primes versées, et donc les produits sont exonérés. Alors, effectivement, ça donne un régime relativement complexe. Ce que je voudrais dire à nos adhérents qui nous écoutent, c'est que ce régime fiscal, il est de toute façon toujours plus intéressant que les droits de succession. Rappelons que pour des enfants, donc les personnes qui bénéficient des taux les plus avantageux, nous avons un abattement de 100 000 € et nous tombons relativement rapidement à 20%. Alors que pour l'assurance vie, pour les versements avant 70 ans, vous avez un abattement de 152 000 € qui peut se cumuler avec l'abattement des droits de succession avant d'arriver à un prélèvement de 20%. Puisqu'on a appelé ce petit propos les clés, ma dernière clé, je pense que c'est la clé la plus importante, c'est aller voir votre conseiller, c'est ce que je conseille à tous nos adhérents que je rencontre, pour faire le point sur la clause bénéficiaire, pour l'organiser, parce que lui saura, compte tenu de votre âge, de l'antériorité de vos contrats, de vos futurs versements, de vos souhaits de transmission, organiser votre clause bénéficiaire et la rédiger au mieux de vos intérêts. Eh bien, merci beaucoup, Patrice Quincard. Gérard Beckerman, un commentaire sur ce qu'a dit votre directeur juridique et fiscal. Mais Patrice a raison quand il dit que l'assurance vie est quand même le dernier des Mohicans, c'est-à-dire un régime qui est très particulier et qui est, je dirais, normal. Ce n'est pas un régime préférentiel, il n'y a aucune préférence, aucun privilège, c'est un régime qui est normal. Cette épargne rend d'extraordinaires services non seulement à ceux qui ont la chance d'en avoir, mais à l'État. C'est l'assurance vie qui finance les dettes publiques aux entreprises, c'est l'assurance vie qui finance les obligations, les actions, c'est l'assurance vie qui permet des tas de choses dont la France bénéficie. Elle n'est pas une niche, elle est un trésor public. Puis on a raison de ne pas vouloir taxer un trésor public, hein. Ça ne se taxe pas, un trésor public. Ça se protège, ça se chérit. Donc le message, il s'adresse à tous nos élus de la République, surtout à cet élu dissipé du MoDem, de Pau, j'en reviens, pour leur dire, faites-nous une bonne politique fiscale, c'est-à-dire ne vous occupez pas de l'assurance vie qui rapporte beaucoup plus qu'elle ne coûte. Et bien voilà, on arrive au terme de cette session, de cette rencontre virtuelle avec les adhérents, mais quand ils sont plus nombreux que s'ils avaient été physiquement présents. Donc c'est une des vertus de ce qui nous arrive en ce moment. Mais ne nous quittez pas tout à fait parce que nous allons clôturer cette soirée par une brève surprise d'une 20aine de minutes avec un grand pianiste que vous connaissez bien, Gérard. Il s'agit de Marc Laforêt. Donc un moment de douceur avant de nous quitter. Restez en ligne et à très vite.